Bien. Eh bien déjà, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus si nombreux. Je vois que le sujet interpelle. Hein, oui, hein, c'est bientôt l'été, exactement. Alors par contre, si vous êtes venus pour qu'on vous donne une méthode miracle ce soir pour perdre du gras, eh bien ça va pas être le cas, d'accord? Puisqu'il n'en existe pas, hein, tout simplement. Le but de cette conférence, oui, perdre du gras, c'est vrai. Mais voilà, le but de cette conférence, ça va être avant tout informatif. C'est une conférence de vulgarisation scientifique où on va vous expliquer un petit peu comment comment votre corps utilise le gras, comment ça fonctionne tout ça. Donc il va y avoir de la physiologie, il va y avoir un petit peu de nutrition. On va parler aussi d'activité physique, puisque toutes ces choses-là vont intervenir quand vous allez vouloir perdre du gras. Donc, je vais co-animer cette conférence avec Bastien, donc, qui est notre expert de la nutrition, voilà, et moi-même, qui vais plus aborder la partie entraînement, et on va essayer de mettre en relation ces deux choses pour pouvoir faire un tout qui va vous permettre de mieux comprendre comment ça marche, pour vous enlever quelques idées reçues, mais aussi mieux aborder votre perte de poids, et plus précisément votre perte de gras, si vous avez ça en tête avant l'été. Bien, alors, on va pouvoir commencer dans le vif du sujet, mais j'aimerais d'abord commencer avec quelques chiffres. 47%, c'est le nombre de personnes en surpoids ou en obésité en France. D'accord? Donc c'est un chiffre qui est quand même assez énorme. 47 personnes, on arrive bientôt à un Français sur deux qui est en surpoids. Alors, pour savoir si vous êtes en surpoids, il existe une façon très simple, ce qui s'appelle l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Alors c'est une valeur qui est à peu près fiable, hein, on verra que c'est pas fiable pour tout le monde, mais pour la majorité de la population, ça fonctionne très bien. Donc il vous suffit de calculer en faisant votre poids en kilos divisé par votre taille au carré. Et là, vous allez obtenir un chiffre, et ce chiffre, s'il est supérieur à 25, ben vous êtes en surpoids. S'il est supérieur à 30, vous êtes en obésité. Si vous êtes dans ces valeurs, outre le fait que esthétiquement, vous pouvez ne pas vous plaire, vous avez envie de faire un régime pour ça. Le plus important, ça va être les soucis que ça va pouvoir amener sur votre santé. Puisque lorsque votre IMC dépasse les 25, si vous n'êtes pas hyper balèze, évidemment, hein, si vous êtes super musclé et que vous avez 2% de masse grasse, vous pouvez atteindre des IMC d'obésité alors qu'il n'y a aucun problème pour votre santé. Mais voilà, la plupart des personnes, ça fonctionne comme ça. Vous avez des risques de diabète, vous avez des risques de problèmes cardiovasculaires, d'hypertension, de problèmes psychologiques aussi. Voilà, donc ça entraîne énormément de problèmes de santé et c'est avant tout pour ça qu'on va entreprendre une démarche de perte de gras. Évidemment, le côté esthétique peut être important aussi, mais surtout, voilà, si vous le faites, pensez aussi à votre santé. Vous allez avoir plein de bénéfices à ça. D'accord? Alors, maintenant, il faut bien comprendre pourquoi on en est arrivé là, parce que ce chiffre de 47%, c'était en 2021, mais c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Chaque année, en fait, ce pourcentage augmente. Pourquoi on en est arrivé là? Donc pour ça, il faut comprendre que nous, les hommes, on a un héritage génétique qu'on a hérité donc de nos ancêtres, et on a le même code génétique que les hommes avaient il y a des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. En fait, c'est notre environnement de l'époque qui avait sélectionné certains traits génétiques, qui font qu'on a des corps qui sont privilégiés pour le stockage. À l'époque, ils avaient très peu à manger, et pour aller chercher à manger, il fallait se dépenser énormément. Donc il y avait beaucoup d'efforts à fournir pour obtenir très peu d'apports. Donc l'homme est fait pour bouger et pour stocker en cas de famine. D'accord? Voilà. C'est notre environnement qui a sélectionné ces traits-là et qui ont fait qu'on est naturellement programmé comme ça. Et le souci qu'il y a, c'est que c'est un des rares cas dans l'histoire de la vie où cette espèce animale, donc l'homme, a modifié intégralement son environnement. Donc là, on est sorti un petit peu du processus habituel et on a modifié complètement notre environnement en très peu de temps. Donc notre patrimoine génétique n'a pas eu le temps de s'adapter via une sélection naturelle qui se fait d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, au contraire, une pléthore alimentaire. Donc on a un accès illimité à de la nourriture. Vous pouvez aller en face, là, vous avez des magasins partout, vous avez des fast-food. Voilà, vous pouvez accéder à de la nourriture quand vous le désirez, à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit,
et dans des quantités faramineuses, et surtout avec des qualités plus ou moins discutables. D'accord? Donc, avant, il n'y avait presque rien à manger, il fallait le mériter, hein, il fallait traquer des proies pendant des heures, voire des jours entiers, il fallait grimper aux arbres pour cueillir des fruits. Mais aujourd'hui, non, non, vous prenez votre voiture, vous allez à Super U et vous revenez avec un caddie rempli que vous pouvez manger dans la journée si vous le voulez. D'accord? Donc la pléthore alimentaire, ça c'est une première chose, donc c'est le côté nutritionnel. Donc, hein, ça c'est la partie que Bastien va détailler dans cette conférence. Mais il y a aussi la sédentarité qui s'est installée. Donc comme je vous le disais, ben voilà, il suffit, on est assis dans notre canapé, on a faim, on n'a plus à manger, on va dans la voiture, on est encore assis, on va faire 3 courses, on revient de manger des chips devant la télé. D'accord? Donc il n'y a plus besoin de trop bouger, même les métiers sont de plus en plus sédentaires, hein, avec l'arrivée des écrans en masse. Maintenant on passe notre vie assis devant des écrans, et voilà. Donc cet apport excessif de nourriture et cette sédentarité font que notre organisme n'est plus du tout adapté à l'environnement dans lequel on vit. Ok? Et donc pour perdre du gras, on va juste mettre à profit notre corps, notre génétique naturelle. Il suffit en fait de respecter quelques règles pour retrouver un petit peu l'environnement pour lequel nous sommes faits. Et grâce à ça, ça va vous permettre de naturellement pouvoir perdre du gras. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la situation où on en est, et c'est dans ce contexte qu'on va aborder notre conférence. On va vous expliquer comment le corps fonctionne, pourquoi il stocke si facilement les graisses, pourquoi c'est aussi dur de les dépenser une fois qu'on les a accumulées. Ok? Voilà. Donc, on va commencer avec un concept très simple, mais hyper important. Tout va découler de là, en fait. Ce principe, ça s'appelle la balance énergétique, et c'est Bastien qui va vous expliquer ça tout de suite. Donc, avant de parler d'alimentation ou de sport, comme l'a dit Julien, c'est important de comprendre donc la balance énergétique, surtout son fonctionnement. La balance énergétique, elle est composée de 2 choses. Vous avez d'une part, Julien va vous la dessiner, vous allez avoir d'une part les entrées d'énergie et d'autre part les sorties d'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie, d'une part, dans le domaine de l'alimentation, ça se compte en calories. Cette dépense énergétique, elle est du coup répertoriée sur 4 points différents que Julien vous détaillera juste après. Et de l'autre côté, vous avez donc les apports en énergie qu'on détaillera par la suite. Ce qu'il faut, si vous voulez perdre du poids, c'est déséquilibrer la balance énergétique. Vous avez donc, comme j'expliquais, les dépenses. Donc l'objectif, ça va être d'augmenter les dépenses et de réduire du coup les apports énergétiques. Ça va créer un déficit calorique, et c'est ce déficit calorique qui va vous permettre de perdre du poids. Une personne dans le cas inverse qui voudrait prendre du poids, il faudra alors inverser la tendance et du coup avoir des apports plus importants et des défenses inférieures afin de créer un excédent calorique. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est là-dessus que tout va reposer. Donc il faut, comme je viens de le dire, déséquilibrer la balance énergétique, mais il ne faut pas le faire de n'importe quelle façon. D'accord? Il y a certaines quantités de nutriments à respecter, une certaine activité à avoir, et en respectant ça, on va s'assurer de perdre uniquement du gras et d'avoir du coup un déficit calorique. Donc ça, c'est la partie sur la balance énergétique. Maintenant, nous allons détailler du coup, Julien, va vous détailler les différents points qu'il y a au niveau des dépenses énergétiques. Merci Bastien. Alors, non, hein, vous l'avez vu, il y a 2 parties, les apports d'un côté, les dépenses de l'autre. On va commencer par les dépenses. Il y a 4 points principaux, donc 4 sorties d'énergie qu'on va pouvoir comptabiliser. Et si vous voulez déséquilibrer la balance dans le sens des dépenses, chaque point va être important, notamment les 2 principaux qu'on va aborder en premier. Alors, le premier poste de dépense énergétique, donc à votre avis, qu'est-ce qui va consommer le plus de calories dans une journée? Est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée? Alors je sais qu'il y en a qui ont une idée, hein, puisqu'ils ont vu les... Pardon? Le cerveau. Alors oui, c'est vrai que le cerveau est un organe qui consomme énormément d'énergie, mais voilà, on va l'inclure dans une de ses parties plus globales. Oui? Exactement. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc c'est plus précisément le métabolisme de base.
Donc le métabolisme de base, il est directement corrélé à la masse maigre. Donc la masse maigre, c'est votre masse musculaire, vos organes, les os, voilà. C'est toute la masse biologiquement active. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Par exemple, pour les muscles sont jamais au repos total. Il y a ce qu'on appelle le tonus musculaire. C'est un état de contraction de vos muscles, même au repos, qui vous permet de tenir debout. S'il n'y avait pas de tonus musculaire, vous seriez tous complètement effondrés par terre. Voilà, ça vous permet de tenir la posture droite, de protéger vos articulations. Voilà, tous vos muscles ont un état de contraction au repos, plus ou moins important, et ça consomme de l'énergie, et surtout, ça consomme du gras. D'accord ? Ça, c'est important de le savoir, parce que le métabolisme de base, il consomme surtout du gras. Après, on a d'autres organes, en effet, comme le cerveau, comme tu nous l'as si bien dit, c'est un organe qu'on dit glucodépendant, parce que lui, par contre, il ne consomme que du glucose. Mais la majeure partie de l'énergie dépensée par votre métabolisme de base, c'est du gras. Alors, donc on a vu que c'était le poste principal de dépense. Vous avez une idée à peu près en proportion par rapport à l'ensemble, en pourcent, combien ça consomme? C'est plutôt 20% de la consommation totale, 30, 40, 50, 60? Qui a une petite idée? Oui, 60%, c'est exactement ça. Alors, les chiffres qu'on vous donne, évidemment, peuvent varier d'un individu à l'autre. Ok, c'est des moyennes. 60, voilà. Chez quelqu'un de sédentaire, on est plutôt à 70%. En fait, il y a les autres postes, voilà, tous les postes sont interconnectés, mais voilà, en moyenne c'est 60%, donc c'est un chiffre assez considérable, d'autant plus qu'on l'a vu, le métabolisme de base, c'est ce qui consomme essentiellement votre graisse. 24 heures sur 24, même quand vous dormez, même quand vous êtes assis devant la télé. Donc, oui, là en ce moment, voilà, en ce moment vous êtes en train de brûler du gras, sans rien faire, juste en nous écoutant, d'accord ? Donc vous l'aurez compris qu'on a tout intérêt à élever au maximum ce métabolisme de base quand on entreprend une perte de masse grasse et surtout une perte durable et efficace. Donc ça va être vraiment le plus important. Ouais, vas-y Bastien. Donc métabolisme de base, vraiment on insistera tout le temps là-dessus puisque c'est vraiment ça le nerf de la guerre en tout cas quand on veut perdre du poids. Et c'est rarement là-dessus qu'on intervient en général, quand on fait des régimes, etc. On le verra après. Bien, donc ça c'est la dépense principale. Donc tu peux mettre 60% à côté pour bien montrer l'importance du métabolisme. Deuxième poste, à votre avis? Le plus évident, on va dire. Le sport, oui, c'est ça, exactement. Et on va plus précisément l'activité physique. D'accord? Donc le sport fait partie de l'activité physique. Mais voilà, l'activité physique, en fait, c'est à chaque fois que vous allez bouger. Dès qu'il y a du mouvement, en fait, vous activez des muscles. Et c'est ça qu'on va appeler l'activité physique. Au repos, il n'y a que le métabolisme qui travaille. Dès qu'il y a de l'activité physique, on consomme un supplément d'énergie. Ok ? Et là, on verra que c'est pas forcément du gras en plus, ça peut être d'autres sources d'énergie. Donc l'activité physique, à votre avis, combien en pourcentage sur 100? 15, un petit peu plus? 20, voilà. On va dire à peu près 20%. Évidemment, si vous passez vos journées au lit, ben oui, ça sera plutôt 10-15, d'accord? Juste pour prendre la télécommande, bon, voilà. Mais si vous avez une activité normale, voilà, on va partir sur 20%, c'est la moyenne. Et il nous reste encore 2 points. Donc l'activité physique, vous allez voir, on va y revenir plusieurs fois. Et il reste 2 points qu'on peut relier entre eux, donc les 20 derniers pourcents. Quelqu'un a une idée de quoi il peut s'agir? Non, c'est moins évident. Donc c'est, pardon? La digestion, oui, tout à fait. Donc la digestion, exactement, plus précisément la thermogénèse postprandiale, ça s'appelle. En fait, à chaque fois que vous allez ingérer des aliments, il va y avoir une élévation de la température et il y a un coût énergétique à cette digestion. Donc à chaque fois que vous digérez un repas, vous allez brûler des calories. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, c'est du gras. Ok ? Donc la thermogénèse postprandiale, on brûle du gras. Donc si vous mangez une seule fois dans la journée, eh bien vous l'activez qu'une seule fois, cette thermogénèse. Si vous mangez 5 fois dans la journée, même des petites collations, eh bien vous activez 5 fois cette fameuse TPP.
thermogénèse postprandiale. Ok? Donc là aussi, on a déjà des pistes à se dire, il vaut mieux peut-être faire plusieurs petites prises alimentaires qu'une seule grosse. D'accord? Pour jouer là-dessus. En jouant sur chacun de ces leviers, c'est le cumul de tout qui va faire qu'on va y arriver. Et le dernier, c'est un peu le même principe, c'est la thermorégulation du corps. Votre corps doit maintenir la température à 37 degrés pour assurer toutes ses fonctions. Et cette thermorégulation consomme aussi de l'énergie issue du gras. Okay? Donc là, c'est des réactions chimiques qui sont faites dans vos mitochondries. Hein, c'est les usines à énergie de votre corps. Et on va plus ou moins utiliser d'énergie pour réguler la température du corps. Là-dessus, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors oui, hein, l'hiver, si vous êtes torse nu dehors, vous allez brûler un peu plus, mais c'est vraiment... voilà. Ne le faites pas, ça ne sert à rien. Vous ne verrez pas vraiment la différence. Donc là, on vient de voir, puis vous allez tomber malade et ce sera pire. Donc là, on vient voir les dépenses, le métabolisme de base, le nerf de la guerre. C'est ça qu'on va vraiment essayer d'élever au maximum, puisque lui, il vous brûle du gras 24 sur 24, quoi que vous fassiez. L'activité physique, l'activité physique, on va le voir, elle est directement liée au métabolisme de base, puisqu'elle va permettre de l'élever. La thermogénèse postprandiale, donc là, ça consomme votre façon de vous alimenter. Et enfin, la thermorégulation. Voilà. Donc c'est ces 4 choses-là qui consomment 100% des calories que vous allez brûler dans une journée. Et donc, il nous reste à voir l'unique poste des apports. Et là, ça va être moi et surtout Bastien qui va vous parler de ça. Donc, je vais introduire la partie des apports. Donc déjà, est-ce que quelqu'un a des questions sur les dépenses énergétiques? Tout est clair? Oui? Ouais. Non, c'est le total. Hein, voilà. Si tu additionnes ça, plus ça, plus ça, plus ça fait 100%. D'accord? Donc, si ton métabolisme est à 70, eh ben, les autres seront un peu moins élevés. Voilà. Tout est interdépendant. On est bon? Ouais. Les apports. Alors, c'est quoi les apports à votre avis? Ah, c'est pas compliqué. Oula, pas tous en même temps. C'est l'alimentation, évidemment. Hein, voilà. Donc, 100% de l'énergie que vous intégrez, ça vient de l'alimentation. Voilà. On n'est pas capable de faire de la photosynthèse. Hein, vous pouvez vous mettre au soleil, il ne se passera rien. C'est uniquement... Hein? Si? Tu fais de la photosynthèse? Non. Hein. Voilà. Donc, les apports, hein, c'est l'alimentation à 100%. Et donc, on va voir les différentes catégories de nutriments maintenant. Quels sont leurs effets? Comment ça fonctionne, tout ça? Et je vais commencer avec un nutriment que le corps privilégie loin devant les autres, en fait. Un nutriment que, quand vous allez l'ingérer, c'est lui qui va être en priorité consommé avant les autres. Alors, souvent là, vous allez tous me répondre la même chose. Le sucre? Les glucides? Eh ben non. Non plus. Non plus. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ni les protéines, ni les lipides, ni les glucides. Pardon, j'ai entendu autre chose? L'alcool, oui, exactement. Tu viens juste d'arriver, mais monsieur est connaisseur. Voilà, alors, l'alcool ou l'éthanol, d'accord, oui, ça peut paraître assez surprenant, hein, dit comme ça, on se dit normalement, c'est le glucose, hein, c'est la source d'énergie que le corps utilise principalement. Et ben non, en fait, quand vous ingérez de l'éthanol, le corps va chercher à tout prix à l'utiliser avant toutes les autres sources d'énergie. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il fait ça? Exactement. Voilà. Parce que l'alcool est toxique pour l'organisme. Et le but, ça va être de s'en débarrasser le plus vite possible. Voilà. C'est uniquement pour ça. Hein. 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories, donc c'est quand même assez élevé. Hein. On est entre les glucides et les lipides. 7 kilocalories par gramme. Et en effet, tant que vous avez des molécules d'éthanol dans votre sang, votre corps va privilégier son absorption avant le reste. Donc on l'a bien compris, tant que vous êtes alcoolisé,
vous arrêtez de brûler du gras, vous arrêtez d'utiliser votre glucose. En gros, vous maigrissez pas, quoi. Hein. Votre métabolisme, il n'utilise que de l'éthanol. Donc, pour perdre du poids, c'est pas très bon de boire, voilà. Oui, voilà. Oui, mais oui. Hein. Ok. C'est une des raisons. Il y en a d'autres. L'alcool a des effets négatifs pour plein d'autres choses qui peuvent nuire justement à la perte de gras. C'est pas bon pour les muscles, c'est bon pour pas grand chose, pour le moral peut-être. Enfin voilà. N'arrêtez pas totalement de boire hein, si vous aimez ça. Enfin, comme d'habitude, c'est une question de modération, évidemment. Voilà. Ça, c'était le premier nutriment. On va passer au second et Sébastien qui va l'introduire. Donc, sur le second nutriment, on va rester sur le liquide. Donc, c'est pas l'alcool, c'est l'eau. D'accord ? L'eau, c'est un nutriment très important, d'une part parce que le corps est composé à 60% d'eau. C'est un nutriment qui n'apporte pas de calories, d'accord ? Donc, ça ne va pas permettre de faire déséquilibrer cette fameuse balance énergétique, car ça n'apporte 0 calories. Ensuite, en termes de recommandations, donc il est recommandé pour un homme de boire aux alentours de 2,5 litres d'eau par jour. Alors ça dépend bien sûr de votre activité, ça dépend de la chaleur, ça dépend de plein de choses. Vous doutez bien qu'en pleine chaleur l'été, on va consommer plus d'eau que l'hiver. Et pour une femme, c'est un tout petit peu moins, c'est 2 litres d'eau, d'accord, par jour. Ensuite, en termes d'apport minimum, normalement, il faudrait être entre 0,35 et 0,50 millilitres par kilo. C'est-à-dire qu'une personne qui fait 70 kilos, elle doit boire, elle multiplie à son poids de corps 0,35 ou 0,50 millilitres. En fonction, pareil, de la chaleur, de l'activité, de toutes ces choses-là. D'accord ? Mais en moyenne, c'est 2,5 litres d'eau pour un homme et 2 litres d'eau pour une femme. On va ensuite. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur l'alcool ou sur l'eau, avant de continuer sur les nutriments ? Non ? Donc Julien maintenant va vous expliquer quelle est l'importance du coup d'avoir une quantité d'eau suffisante dans l'organisme. Alors oui, plus précisément, donc c'est là qu'on va faire le lien avec l'activité physique, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que pour perdre du gras, il faut bien s'alimenter, mais il faut aussi bouger, hein, puisque ça fait partie des fameux postes de dépenses, l'activité physique. Et quand on veut faire une activité physique efficace et productive, il est important de ne pas être déshydraté. Donc, tout simplement parce que la déshydratation déjà peut amener des blessures musculaires, donc des tendinites, ça peut amener aussi des crampes. Voilà. Il ne faut pas être déshydraté, vous pouvez vous blesser. Autre chose encore plus important, il faut savoir que 1% de déshydratation, ce qui n'est pas énorme, hein, ça va amener 10% de performance physique en moins. 2%, 20%. Ok ? 4%, on va jusqu'à 40% de performance en moins. Donc, quand vous recherchez à faire des efforts physiques dans le but de perdre du poids, d'augmenter votre métabolisme, etc., si vous êtes déshydraté, ça va être beaucoup moins efficace parce que la déshydratation entraîne des pertes de performance énormes. Et si vous avez la moindre sensation de soif, c'est que vous êtes déjà dans un léger état de déshydratation. Donc, si vous avez un petit peu soif, pensez à de suite vous hydrater. Vous ne devez jamais avoir soif en fait. Voilà. Et c'est là qu'on va pouvoir aussi casser quelques mythes. Les fameux entraînements avec des pulls ou des kawaii ou des sweats pour transpirer plus. En fait, quand vous allez faire ça, vous allez vous déshydrater beaucoup plus vite. Vous allez perdre en performance. Voilà pour l'eau. On va du coup donc maintenant enchaîner avec les différentes catégories de nutriments qu'il existe. Et on va commencer avec la famille des macronutriments. D'accord ? Dans les macronutriments, on va commencer avec les protéines. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est. Une protéine, c'est une grosse molécule qui est formée d'unités plus petites qu'on va appeler des acides aminés. D'accord ? Pour donner une image, imaginez qu'un collier de perles, c'est la protéine, et les petites perles qui composent ce collier sont les acides aminés. Ça va, l'image était pas trop bien ? Parfait alors. Le corps a besoin de 20 acides aminés différents pour synthétiser toutes les protéines de l'organisme qu'il existe. Et il y en a, parmi ces 20, il y en a 9 qui sont dites essentielles. Ça veut dire qu'il faut qu'on les apporte par l'alimentation. On verra où les trouver juste après.
On va maintenant parler des différents rôles qu'ont les protéines. Le premier rôle, les protéines elles vont avoir un rôle énergétique. 1 gramme de protéines, ça équivaut à 4 kilocalories. Elles ont aussi un rôle plastique parce qu'elles composent les différents tissus qu'on a dans le corps. Par exemple, le tissu musculaire est composé de protéines. Elles vont aussi avoir un rôle de transporteur. Les protéines, imaginez que ce soit de sortes de gros camions qui transportent des matériaux à l'intérieur du corps. Elles permettent du coup d'envoyer différentes substances dans différents endroits du corps. Et enfin, elles ont aussi un rôle au niveau du système immunitaire. Alors il y a plein d'autres rôles qu'elles ont, mais ça c'est les quatre majeurs, on va dire. D'accord ? En termes de recommandations, il est conseillé sur un apport total d'énergie dans la journée de consommer entre 10 et 20% de protéines sur l'apport énergétique total. C'est aussi à moduler en fonction de l'activité que vous avez, si vous pratiquez plus ou moins de sport, si vous avez un travail plus ou moins physique. Et l'apport minimum en protéines doit être de 0,83 grammes par kilo et par jour. Donc une personne qui pèse pareil 70 kilos, vous multipliez 70 par 0,83 et ça vous donne votre apport minimum que vous devez avoir en protéines. D'accord ? Et un sportif de force peut avoir un apport en protéines supérieur, on peut aller jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. D'accord ? On va maintenant s'intéresser aux sources de protéines, sachant qu'il y a 2 types de sources de protéines. On va avoir d'une part les protéines animales qu'on va retrouver dans la viande, le poisson, les œufs, toutes ces choses-là. Ces protéines-là, on dit qu'elles sont de bonne valeur biologique parce qu'elles contiennent les 9 acides aminés essentiels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on dit qu'elles sont de bonne valeur biologique. Et de l'autre côté, on va avoir les protéines végétales qui sont de moins bonne valeur biologique parce que justement, elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels dont le corps a besoin. Mais vous pouvez, si vous décidez sur un repas de ne pas consommer de protéines animales, vous pouvez très bien combiner par exemple 2 sources de protéines végétales. On en retrouve par exemple dans les légumineuses, dans les céréales. Et ça va permettre de complémenter tous les acides aminés et d'avoir des protéines de bonne valeur biologique comme on retrouve dans la viande. Julien va maintenant vous expliquer la part des protéines et pourquoi consommer des protéines par rapport à l'entraînement. Voilà, donc dans notre objectif de perte de gras, elles vont avoir plusieurs rôles, ces protéines. Donc on l'a vu tout à l'heure, la digestion a un coût énergétique. Et celui des protéines est le plus élevé. Donc quand vous digérez des protéines, vous consommez davantage d'énergie. Okay, je crois que c'est 20 à 30, c'est ça Bastien, 20 à 30%. Hein, quand vous mangez 100 grammes de protéines, vous avez 400 kilocalories. 20 à 30% de ces 400 kilocalories vont être consommées sous forme de part énergétique, ce qui est énorme. D'accord ? Donc si vous mangez des protéines à chaque repas, votre thermogénèse postprandiale va être plus élevée. Le coût énergétique de la digestion va être plus élevé. Okay ? Et une fois de plus, on l'a vu, c'est issu de vos stocks de lipides essentiellement que ça va se passer. Donc manger des protéines va augmenter la consommation d'énergie liée à votre digestion. Deuxième rôle très important, les protéines vont contribuer à l'augmentation ou à la stabilisation, en tout cas à l'entretien de votre métabolisme de base. On y revient encore. Donc on l'a vu, le métabolisme de base étant corrélé à la masse maigre, et les protéines étant le principal constituant de votre masse maigre, il est pertinent d'en ingérer suffisamment, associé évidemment à un entraînement de musculation par exemple, pour pouvoir augmenter votre masse musculaire, donc votre métabolisme de base. D'accord ? Donc, pour augmenter votre métabolisme, augmenter votre masse maigre. Pour augmenter votre masse maigre, il faut faire de la musculation. Okay ? Souvent, quand on veut perdre du gras, c'est pas du tout le style de sport auquel on pense. Alors, on va faire une petite parenthèse avant de passer sur le nutriment suivant. J'aimerais vous parler un petit peu d'endocrinologie. Donc, c'est les hormones en fait, puisque là, on vient de voir qu'on allait synthétiser des protéines pour fabriquer de la masse musculaire. Et il y a une parenthèse qui est quand même importante à prendre en compte. Donc, on va juste parler de 2 types d'hormones, hein, on ne va pas s'étaler, on pourrait y passer. De toute façon, on n'a pas les compétences pour parler d'endocrinologie. Hein, on laisse ça aux médecins, d'accord ? Mais nous, on va parler de la partie qui nous concerne,
Donc il faut savoir que pour fabriquer de la masse musculaire, pour augmenter votre métabolisme de base, ça peut se faire uniquement si vous êtes sur un terrain hormonal anabolisant. Donc en fait, on va avoir deux types d'hormones. Donc les hormones, c'est des messagers chimiques qui sont sécrétés par des glandes et qui permettent d'assurer plein de fonctions dans l'organisme. Nous, on va donc parler de deux types d'hormones, les hormones anabolisantes et les hormones catabolisantes. Alors les hormones anabolisantes, en fait, c'est des hormones qui permettent à partir d'éléments simples de fabriquer des éléments plus complexes. Donc par exemple, à partir des fameux acides aminés que Bastien nous a parlé, on va pouvoir fabriquer des protéines. Okay. Après, à partir de glucose, on peut fabriquer du glycogène. Voilà. Donc l'anabolisme, c'est ça. On prend des éléments simples, on fabrique des éléments plus complexes. C'est comme ça qu'on va fabriquer de la masse musculaire. Alors, les hormones anabolisantes, les plus connues, hein, les plus importantes, ça va être la testostérone, les œstrogènes, les hormones de croissance et l'insuline. Voilà. Et les hormones catabolisantes, en fait, c'est l'inverse. C'est avec des éléments déjà complexes, on va les casser pour fabriquer des éléments plus simples. Donc, par exemple, à partir de votre protéine, on va sécréter du cortisol, hein, c'est l'hormone catabolisante par excellence, et on va fabriquer des acides aminés, par exemple. Hein, à chaque fois que vous mangez des protéines, le corps ne les utilise pas telles quelles, il va les recasser et récupérer les acides aminés dont il a besoin pour fabriquer des protéines, des nouvelles protéines. Okay. Mais il faut savoir qu'avec des protéines, on peut aussi les casser pour fabriquer du glucose, donc du sucre. Donc on peut transformer des protéines en sucre. Donc concrètement, les hormones anabolisantes sont favorables à l'augmentation du métabolisme de base, puisque plus vous en sécrétez, plus vous avez un terrain bénéfique pour fabriquer de la masse maigre. Les hormones anabolisantes permettent aussi de favoriser l'augmentation du métabolisme de base et à consommer davantage les tissus gras. Okay. Alors que si vous êtes en terrain catabolique, donc si vous sécrétez beaucoup de cortisol, l'hormone du stress, là au contraire, vous êtes en fonte musculaire, votre métabolisme de base va s'effondrer et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc quand vous allez vous entraîner au niveau du sport, ça va être important de prendre en considération ces choses-là. Donc les efforts physiques nous permettent de sécréter les deux types d'hormones. D'accord ? Des hormones anabolisantes et du cortisol. Donc, en fait, on va parler d'une notion qui s'appelle le crossover métabolique. Donc, hop, là, on va prendre une page juste pour ça. Donc, le crossover métabolique. Ça concerne tous ceux qui font du sport. Hop, on va faire un schéma comme ça. Ici, c'est le temps. Et ici, c'est la quantité des hormones que vous allez sécréter pendant l'entraînement. Quand vous allez commencer votre entraînement, alors que ce soit du cardio d'intensité modérée à élevée ou de la musculation, vous allez avoir les hormones anabolisantes qui vont commencer à grimper en flèche. D'accord ? Donc notamment la testostérone et les hormones de croissance qui vont grimper à flèche avant d'atteindre un plafond, puis de décliner. D'accord ? Donc ça, c'est les hormones anabolisantes. Et en parallèle de ça, vous allez avoir la sécrétion de cortisol qui, elle, par contre, ne va pas chuter. Plus vous allez prolonger l'entraînement, alors au bout d'un moment, elle va se stabiliser, mais voilà, à l'entraînement, en fait, c'est les hormones catabolisantes, donc là, c'est le cortisol qui est concerné, cortisol, qui va prendre le dessus. Le problème quand vous êtes là, c'est que vous dégradez davantage de masse musculaire que vous allez pouvoir en produire. Donc en fait, ça s'explique tout simplement parce que vos réservoirs d'énergie sont vides. Si vous prolongez trop votre séance et votre corps, ayant besoin toujours de glucose pour fournir cet effort, va dégrader les protéines de vos muscles par catabolisme, donc on l'a vu. Élément plus gros, les protéines, on les dégrade en glucose. Donc
Un entraînement trop long, vous perdez de la masse musculaire, même si vous faites de la muscu. D'accord? Bon, l'idéal, c'est de s'arrêter. Voilà. Ici, voilà, on est dans la fenêtre de temps parfaite pour arrêter une séance. En fonction de l'intensité de l'effort, on est à peu près entre 30 minutes et 1h30 pour rester dans la bonne fenêtre où le taux d'hormones anabolisantes est plus élevé que le cortisol. Il faut s'arrêter là, sinon vous êtes contre-productif. Donc les séances marathon ne vont pas avoir d'intérêt. D'accord? Il faut savoir que plus l'intensité est élevée, plus les hormones anabolisantes décollent rapidement. C'est pour ça que les entraînements comme le HIIT ou la musculation sont si efficaces. Puisqu'on s'arrête sur un terrain hormonal anabolisant. Donc on favorise la prise de masse maigre, le déstockage de masse grasse. Oui Thierry? Alors, justement, on va y venir. Il existe plein de sports qui durent plus longtemps. Hein, les marathoniens, enfin voilà, il y a plein d'autres sports, ou alors ici les accros au cours collectif qui en enchaînent 2, 3, voire 4 hein, des fois. Ça peut se faire aussi, mais par contre, si vous voulez rester productif, en effet, on va préconiser de s'alimenter pendant l'effort pour retarder au maximum cette montée du cortisol. À chaque fois que vous allez manger quelque chose de sucré, voilà, l'insuline étant une hormone anabolisante, va venir réguler ce taux de cortisol pour le maintenir sur des niveaux suffisamment bas. Après, dans tous les cas, si vous faites un effort qui dure plus de 2 heures, disons que l'apport en sucre n'est pas suffisant. On ne peut pas digérer assez, en tout cas, assez rapidement pour pouvoir compenser ça. Mais ça permet de lisser la courbe, en effet. Oui? Alors, le sel, c'est pour limiter la perte en sels minéraux induite par la déshydratation. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le problème énergétique. Voilà, quand on fait des efforts très longs, on perd aussi beaucoup d'eau et de sels minéraux. Donc, les pastilles de sel, etc., ça sert à ça, à limiter les pertes minérales liées à la transpiration. Voilà. Mais sinon, une boisson d'effort. Alors, une boisson d'effort, si vous décidez d'enchaîner beaucoup de sports d'affilée, vous pouvez mettre par exemple du miel dans votre eau, ou vous préparez à l'avance. Hein, l'idéal avec du thé noir, un peu de miel, vous faites chauffer tout ça. Vous pouvez mettre un peu de jus de citron aussi et vous avez de quoi tenir quelques heures. D'accord? En limitant au maximum le catabolisme. Ok? Voilà. Donc l'importance du terrain hormonal, on va s'arrêter là parce que c'est quand même un petit peu long et rébarbatif, mais il faut le prendre en compte si vous faites du sport quand vous voulez perdre du gras. On est bon, Bastien? Eh bien la suite. Donc nous avons terminé avec les protéines. Nous allons maintenant attaquer le second macronutriment. On va parler des lipides. Donc les lipides, déjà, qu'est-ce que c'est? Ce sont les graisses. Ils sont constitués de différents éléments qu'on appelle des acides gras. Les lipides, ils ont un stock dans le corps illimité. Ils ont une grande capacité. Imaginez une grande cuve sans couvercle qu'on peut remplir à l'infini. Julien va vous dessiner ça magnifiquement bien. À peu près bien. Donc je parlais voilà, de leur stock du coup et de leur capacité. Donc on a une capacité dans l'organisme à stocker du gras à l'infini. On stocke le gras dans des cellules qu'on appelle des adipocytes. Un adipocyte, dès qu'il est plein, il va recréer un adipocyte vide qui va se remplir à son tour et dès qu'il sera plein, il va en recréer un vide à son tour. Ils ont donc, je disais, un stock illimité, on peut remplir à l'infini et ils ont une capacité ils ont un débit, ils ont un débit énergétique très faible. Ce qui veut dire qu'ils fournissent très peu d'énergie par unité de temps. Imaginez en bas de cette cuve un tout petit goutte à goutte qui représente justement ce débit énergétique. Ça, c'est ce qui concerne du coup le gras. En termes de recommandations dans une alimentation, il est conseillé du coup de consommer entre 35 et 40% de lipides sur un apport énergétique total sur une journée. D'accord ? Sachez que les lipides ont différents rôles. Souvent, ils sont
Ils sont souvent éliminés des alimentations parce que ça représente beaucoup de calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. D'accord? Donc ça a déjà un rôle énergétique. Deuxième chose, ça a aussi un rôle en termes de protection thermique de l'organisme. Ça va permettre aussi d'entrer en jeu dans la construction des cellules de notre corps. Et enfin, ça permet la construction des hormones stéroïdiennes, comme les hormones sexuelles ou le cortisol. En termes d'acides gras, du coup, c'est ce qui constitue, comme je disais, les lipides, le gras. Il existe différentes sortes. Il existe dans un premier temps les acides gras saturés. On va les retrouver principalement dans la crème fraîche, par exemple, le fromage, le beurre aussi. Ce sont ce qu'on appelle généralement les mauvaises graisses, parce que si on en consomme trop, ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les éliminer totalement de l'alimentation, parce que certains acides gras saturés vont être bénéfiques. Par exemple, je sais que certains acides gras peuvent baisser le risque de certains cancers ou des choses comme ça. Donc il faut en consommer, mais pas en surconsommer. D'accord ? Ça, c'est la première famille, ce sont les acides gras saturés. Deuxième famille, on a les acides gras monoinsaturés. Ceux-là sont de bons acides gras car ils permettent de faire baisser le risque de maladies cardiovasculaires. On les retrouve dans l'alimentation, notamment dans l'huile d'olive, ce sont les oméga 9 qu'on retrouve, pour retrouver des acides gras monoinsaturés. Et ensuite, on a la dernière famille, donc ça, ce qu'on appelle le bon gras, les acides gras polyinsaturés. Il existe 2 familles à l'intérieur des acides gras polyinsaturés. Vous avez les oméga 3, qu'on va retrouver par exemple dans l'huile de lin, le colza, mais aussi dans le poisson, comme le saumon ou les choses comme ça. Et vous avez les oméga 6 qu'on peut retrouver par exemple dans l'huile de pépins de raisin ou des choses comme ça. Il est toujours important de consommer plus d'oméga 3 que d'oméga 6. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup le bon gras. En termes de recommandations, pour avoir un apport en lipides le plus complet avec pas mal d'oméga 3, d'oméga 6, etc., d'acides gras saturés aussi, il est conseillé du coup de manger. Alors ça, c'est le PNNS, c'est le plan de nutrition, national de nutrition de santé qui recommande ça. Donc consommer une poignée de fruits à coque par jour, ça c'est pour les oméga 3, les amandes, les noisettes, les choses comme ça. De consommer du poisson 2 fois par semaine, dont un poisson gras pour les oméga 3. Aussi de consommer, par exemple, ça peut être du beurre pour les acides gras saturés dont je vous ai parlé tout à l'heure, en petite quantité bien sûr. Et de privilégier les huiles comme les huiles de noix, de colza ou les huiles d'olive. Et là, avec ça, vous avez des apports en acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Et du coup, vous avez un apport qui sera suffisant. Voilà pour la nutrition. Maintenant, on va passer à la partie sportive. Donc, pour perdre des lipides, est-ce que vous avez une idée du meilleur type d'entraînement qu'il faudrait privilégier ? Pardon ? Alors, le cardio, pourquoi pas ? Plutôt du cardio intense, plutôt du cardio tranquille ? Bon. Alors, en fait, les deux sont valables, hein, bien sûr, mais souvent, quand on pense à perdre du gras, on pense au tapis là-haut ou au vélo pendant 3 heures tranquillou. Donc ça, c'est une idée qui vient du fait que on perd du gras en fait jusqu'à 70% de la fréquence cardiaque max, hein, on appelle ça l'hypox max. Donc en fait, tant que vous dépassez pas ces 70% de la FC max, vous n'utilisez que du gras. Parce qu'on l'a vu, le débit énergétique des lipides est très faible. C'est-à-dire que c'est un carburant qui ne vous permet pas de faire des efforts intenses, tout simplement. Jusqu'à de la marche rapide ou trottiner sur un tapis ou pédaler tranquille sur un vélo, vous allez oxyder des lipides en aérobie et vous allez consommer que du gras. D'accord ? Donc voilà, l'idée vient de là. Mais le problème, c'est que comme le débit énergétique est très très faible, forcément, même si on va brûler que du gras, on va quand même pas en brûler beaucoup. Donc si vous courez 1 heure sur un tapis en zone de lipolyse, vous aurez brûlé très peu de calories. Et ça, une fois de plus, on va revenir sur l'introduction de la conférence. C'est hérité justement de notre patrimoine génétique où nos ancêtres devaient épuiser leur proie en leur courant après pendant très 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 longtemps. Et donc on est parfaitement adapté à ce style d'effort. Voilà. En fait, on traquait les animaux jusqu'à ce qu'ils atteignent l'hyperthermie, et c'est grâce à notre grande capacité d'endurance. Donc en fait, on est fait pour ça.
Alors moins aujourd'hui, mais si vous vous entraînez, ben, vous allez retrouver ça, hein, justement. Tout le monde ici peut s'entraîner pour pouvoir courir pendant des heures, voire des jours, s'il le faut. D'accord? Voilà. Donc, évidemment, quand on est parfaitement adapté à ce style d'effort, ben, le corps arrive à économiser le maximum d'énergie. Donc, c'est le style d'effort privilégié et le plus économique en termes de consommation énergétique. Donc, oui, on consomme que du gras, mais on consomme très très peu. On va plutôt partir sur des entraînements de haute intensité qui, eux, ne vont pas consommer plus de gras que de la course. Par contre, il faut savoir que l'entraînement en haute intensité, plus l'intensité est élevée, les élévations d'hormones anabolisantes sont beaucoup plus importantes, mais il y a aussi une élévation très très importante du métabolisme de base qui va être temporaire. Okay. Donc en fait, un effort de courte durée, mais de très haute intensité, vous allez brûler très peu de gras pendant l'effort physique, mais par contre, vous allez en brûler pendant les heures, voire les jours qui vont suivre l'entraînement. D'accord? C'est une sorte d'effet à retardement et voilà, lié à l'élévation brutale et momentanée de votre métabolisme. Donc, plus l'intensité de l'effort est élevée, plus le métabolisme va grimper en flèche, puis redescendre dans les heures, voire les jours qui viennent. Voilà. Et au final, le gras que vous aurez brûlé en dehors de la séance, la quantité sera bien supérieure à 1 heure en zone de lipolyse. Tout à l'heure, la musculation qu'on a vu avec les protéines, c'est quelque chose qui va prendre du temps. On va s'assurer de consommer de plus en plus d'énergie au repos sur du long terme. Donc la musculation, ça sert à maigrir durablement et surtout à ne pas reprendre les kilos qu'on aurait perdus. Et les efforts de courte intensité, de haute intensité, pardon, ça vous permet de perdre du poids très vite, mais sur des courtes périodes. L'effet n'est que passager. Si vous arrêtez de faire ce style d'effort, ça s'arrête. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on verra que l'association de ces deux types d'entraînement va être très intéressante. Et il nous reste un dernier nutriment à voir. Donc, le dernier nutriment à voir, ce sont les glucides. Les glucides, c'est le sucre ou le glucose. On va commencer par leur stock, leur capacité. Je cherche mon mot. Donc, les glucides, ce sont les sucres. Ils ont une capacité, contrairement aux lipides, ils ont une capacité limitée. Donc, on va représenter ça et on va s'imaginer ça par une grande cuve avec un couvercle par-dessus. On a une capacité qui est donc limitée. Et contrairement aussi aux lipides, ils vont avoir un débit énergétique élevé, ce qui veut dire qu'ils peuvent fournir énormément d'énergie par unité de temps. C'est ce qu'on appelle le débit énergétique. Donc, sur des efforts, par exemple, de 45 minutes à 1h30, en fonction de l'intensité, c'est ce genre de substrat énergétique qu'on va mobiliser, d'accord, en plus des lipides. Les glucides ont différents rôles. Ils vont être d'abord une source d'énergie. 1 gramme de lipides, c'est 4 kilocalories. Il est aussi la source d'énergie pour des organes privilégiés comme le cerveau. Ce sont des organes glucodépendants, c'est-à-dire ce sont des organes qui ne trouvent leur énergie que dans le sucre. D'accord ? Ils ont aussi un rôle structural. Ils permettent la formation des acides nucléiques comme l'ADN, l'ARN ou les ATP. Et on peut stocker du coup les glucides donc comme j'ai dit, comme dans cette cuve qu'on appelle les stocks de glycogène. D'accord ? Le glycogène, ce sont simplement les réserves de sucre que l'on a à l'intérieur du corps. On en retrouve dans les muscles et dans le foie. Environ en moyenne, on a à peu près 150 grammes au niveau du foie et en moyenne 250 grammes au niveau du muscle. D'accord ? En termes de recommandations, la consommation de glucides, de sucre dans notre alimentation doit correspondre à peu près entre 40 et 55% de votre apport énergétique total. D'accord ? Donc ça dépendra, 40% par exemple, ça peut être plutôt pour une personne sédentaire qui ne fait pas de sport, qui a un travail plutôt sédentaire. Et 55%, ça va être pour des personnes qui font du sport assez régulièrement, qui ont un travail assez physique, etc. Au niveau des glucides, il y a une chose importante à aborder, c'est l'index glycémique. C'est là qu'on va parler donc de l'insuline.
Donc, avant de parler d'index glycémique, on va d'abord comprendre ce que c'est la glycémie. La glycémie, c'est la quantité de sucre que nous avons dans le sang. Il est important de la maintenir la plus constante possible. On peut être en hypoglycémie lorsque le taux de sucre est trop bas, trop faible, et on peut être en hyperglycémie lorsque le taux de sucre est trop élevé. On va vous représenter du coup une courbe de glycémie pour comprendre un peu mieux. Admettons que le trait du dessus, je ne sais pas si tout le monde voit, mais le trait du dessus, du coup, ce serait l'hyperglycémie, donc un taux de sucre trop élevé dans le sang. Et le trait du dessous serait l'hypoglycémie, un taux de sucre trop faible dans le sang. Lorsqu'on va ingérer du sucre, la glycémie va donc s'élever, parce que le taux de sucre dans le sang s'élève, et elle va ensuite redescendre tout doucement. Elle va redescendre grâce à une hormone qu'on appelle l'insuline. Le rôle de l'insuline, c'est donc de venir capter le sucre qu'on a dans le sang pour le mettre en stock dans nos réserves de glycogène, qui se situent dans le muscle et dans le foie. Si on apporte trop de sucre d'un coup dans le sang, une fois que les stocks de glycogène seront pleins, ce qui va se passer, si tu peux juste nous remettre l'ancienne sur les lipides, voilà. La quantité maximale va être atteinte. Et ce qui va se passer, c'est que le surplus, Julien va vous le représenter, le surplus va venir se transformer en gras et remplir nos stocks de gras. Vous vous rappelez les adipocytes, ce sont ces cellules qui permettent de stocker le gras. Donc une consommation trop importante de glucides va vous développer votre tissu adipeux, votre gras. C'est pour ça qu'il est important de ne pas trop en consommer non plus. Il faut quand même que ça représente approximativement la moitié de nos apports journaliers. Donc cette insuline, elle nous permet, comme je vous disais, de capter le sucre dans le sang et de le mettre en réserve. Lorsqu'on sécrète de l'insuline dans le sang, c'est une hormone qui est antilipolytique. Ça veut dire que cette hormone, elle stoppe la consommation de gras. C'est pour ça qu'il est important d'éviter d'avoir des prises toute la journée de sucre rapide, on va voir ce que c'est tout à l'heure, pour éviter justement d'avoir ces gros pics d'insuline et d'éviter l'arrêt de consommation de gras. Donc tous les aliments qui contiennent des glucides vont faire monter la glycémie, mais pas de la même manière. Il y a des aliments, c'est là qu'on va intégrer la notion d'index glycémique, il y a des aliments à index glycémique élevé qui vont faire monter la glycémie très rapidement et des aliments à index glycémique faible qui vont faire monter la glycémie très faiblement. Certains facteurs peuvent faire varier la glycémie de différentes façons. Si on prend par exemple les facteurs qui font baisser la glycémie, il y a par exemple la texture d'un aliment. Si on prend, admettons, des pâtes, si on fait cuire des pâtes trop longtemps, l'aliment va devenir plus mou et l'estomac avec les sucs gastriques vont avoir moins de travail à faire pour venir digérer cette pâte qui sera assez molle. A contrario, si on fait cuire des pâtes, alors je vous dis pas de manger des pâtes crues, hein, attention. Si on fait cuire des pâtes al dente, par exemple, pas trop cuites, l'estomac et les sucs gastriques vont avoir plus d'efforts à fournir pour digérer ces sucres, ce qui veut dire que notre glycémie va monter beaucoup plus lentement, d'accord, vu que le sucre va se diffuser beaucoup plus lentement. Donc ça, c'était au niveau de la cuisson, par exemple. Il y a aussi votre consommation de fibres. Plus un aliment est riche en fibres, plus l'index glycémique sera faible. Parce que les fibres, le corps a du mal à les digérer, du coup les sucres, même chose, vont se diffuser beaucoup plus lentement au niveau du sang. D'accord ? Et du coup, l'insuline montera beaucoup moins vite. Ensuite, il y a la composition aussi de votre repas. Si vous mangez avec des glucides, des protéines, des lipides, ce sont des choses qui se mélangent dans le corps, d'accord ? Tout est mélangé dans l'estomac. Et du coup, la digestion va se faire beaucoup plus lentement et les glucides vont alors se diffuser beaucoup plus lentement dans le sang aussi. Et ensuite, les facteurs qui font élever l'index glycémique, il va y avoir par exemple l'hydratation d'un aliment. Plus l'aliment contient d'eau, plus l'IG sera faible. La cuisson trop élevée, comme je vous ai expliqué avec les pâtes. Et du coup, les consommations de sucre isolé. Oui, plus ce sera élevé, pardon, excusez-moi. Plus la cuisson sera longue, plus l'IG sera élevé.
Et je disais aussi, voilà, d'éviter la consommation du coup de sucre rapide en prise isolée. Comme vous l'avez vu, si on le mélange avec d'autres aliments comme des protéines, des lipides, mais des fibres, ça fera baisser l'index glycémique. Au niveau des recommandations, toujours pareil du PNNS dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est conseillé de consommer au moins 2 fois par semaine des légumineuses parce qu'ils sont naturellement riches en fibres et ils contiennent aussi, comme on a vu avec les protéines, des protéines végétales et des glucides aussi. De consommer des féculents complets au moins 1 fois par jour parce que les féculents complets sont naturellement riches en fibres. Ça peut être au déjeuner, le soir, ça peut être le midi, peu importe. Et de limiter les boissons sucrées, d'accord ? Ça évite d'avoir justement ces gros pics de glycémie et une élévation d'insuline trop importante. J'avais fait une petite aparté sur les régimes restrictifs et les effets yo-yo. Souvent, donc, en régime restrictif, il y a eu la mode du régime hyperprotéiné, les régimes sans sucre. Tous ces régimes-là sont pas très bons parce que vous avez souvent dans ces régimes pas de sucre, c'est-à-dire pas de féculents, pas de pain, pas de riz. Tous les produits céréaliers sont supprimés. Or, il y a, comme je vous l'ai expliqué, des organes qui sont glucodépendants et qui ne trouvent leur énergie que dans les sucres. C'est le cas du cerveau, comme on l'a dit tout à l'heure. Si ces organes-là n'ont pas de sucre pour avoir de l'énergie, il y a une hormone, le cortisol, qui va être sécrété, et son rôle, ça va être de cataboliser, donc de dégrader un tissu complexe en tissu simple. Par exemple, de dégrader la masse musculaire pour fournir du sucre, du glucose. Le cortisol va donc dégrader la masse musculaire, transformer en sucre, pour fournir de l'énergie à votre cerveau. La conséquence de ça, c'est que vous allez avoir un effondrement du métabolisme de base, ce qui veut dire moins de calories brûlées au repos et une consommation du coup de lipides qui descend en flèche. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une consommation minimale de glucides afin de conserver un bon métabolisme et d'avoir suffisamment d'énergie pour les organes qui sont glucodépendants. Voilà. Donc, les glucides, c'est quand même quelque chose de difficile à gérer. Mais souvent, voilà, quand on veut perdre du poids, on se dit, j'arrête de manger des pâtes et ça marche très bien puisque vous allez perdre des kilos très rapidement. Donc ça, c'est vrai. Perdre du poids et perdre du gras, c'est pas la même chose. Perdre des kilos, c'est très facile, tout le monde peut le faire. Il suffit d'arrêter de manger, simplement. Par contre, perdre du gras, c'est autre chose. Comme l'a expliqué Bastien, voilà, si vous arrêtez de manger des glucides, ce que proposent la plupart des régimes restrictifs, vous avez un effondrement du métabolisme de base, lié justement à ce terrain hormonal catabolique, et quand vous reprenez une alimentation plus ou moins normale après, votre métabolisme ne brûle presque plus de gras, et on dit qu'il est effondré. Et le fameux effet yo-yo, en fait, vous allez reprendre tous les kilos que vous avez perdus, voire vous allez en général en reprendre plus, puisque votre métabolisme est plus bas qu'il ne l'était avant votre régime. Et du coup, vous refaites un autre régime, et c'est de pire en pire. Donc surtout, ne faites pas de régime restrictif, c'est la pire des façons de faire. D'accord ? Vous effondrez votre métabolisme, vous perdez tous vos muscles, et après, pour s'en sortir, c'est très 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 compliqué, parce que remonter un métabolisme effondré, c'est énormément de travail. Et c'est très long. D'accord ? Donc un conseil, ne jouez pas à ça, même voilà, si vous dites cet été, il faut absolument que je rentre dans mon maillot, attendez l'été d'après ou celui d'après, prenez le temps de perdre votre poids tranquillement et n'essayez pas de passer par des raccourcis qui ne fonctionnent pas. D'accord ? Enfin, ils fonctionnent rapidement, mais par contre, après, voilà, vous le regrettez. D'accord ? Donc les glucides, il faut faire bien attention de toujours en avoir en stock, parce que si le réservoir est vide, le métabolisme s'effondre. Si le réservoir déborde, vous prenez du gras. Ok ? Donc la meilleure façon de faire, c'est manger des glucides à faible index glycémique pour limiter au maximum la sécrétion d'insuline, qui, elle, est antilipolytique. Donc l'insuline, on l'a vu, le métabolisme arrête de brûler du gras quand elle est sécrétée en trop grosse quantité. Mais il n'y a aucun problème si vous intégrez 50% de glucides dans votre alimentation quotidienne, si les sources sont bien choisies, si vos repas sont bien préparés, il n'y aura aucune conséquence néfaste
sur votre perte de gras. D'accord? Et ça ne vous en fera pas prendre. Voilà. Ça, c'est vraiment une des idées reçues les plus tenaces. On insiste vraiment là-dessus. Si vous voulez perdre du gras, n'arrêtez pas de manger des pâtes ou du riz ou des féculents. Ok? Mangez pas de pizza, arrêtez le coca, tout ça, hein, voilà. Donc les sucres à index glycémique élevé, ça c'est clair qu'il faut les arrêter. Mais par contre, les IG faibles, gardez-les. Ok? C'est très important. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les glucides? Non? Donc juste un petit... Oui, pardon, oui. Les boissons light. Alors, les boissons light, comme elles l'indiquent, il n'y a pas de sucre, donc elles ne font pas monter l'insuline. D'accord? En revanche, souvent, c'est les édulcorants qu'il y a à l'intérieur qui peuvent poser problème, qui sont très souvent qui donnent faim en fait. Donc souvent, quand on prend des boissons à zéro, on va avoir l'appétit qui est décuplé, et ça peut provoquer l'effet inverse. Voilà. Sans parler, voilà, des additifs qui sont chimiques. Bon, là, c'est un autre débat. Dans tous les cas, voilà, les boissons light, moi, je les déconseille puisque, alors oui, c'est vrai que c'est bon au goût, mais voilà, on peut totalement se sevrer des sodas ou des boissons qui ont le goût sucré. Il suffit de, voilà, en une semaine, vous buvez que de l'eau et après, il n'y a pas de souci. Et c'est d'autant plus intéressant qu'après, quand vous voulez vous faire plaisir, le week-end, par exemple, vous pouvez boire un vrai coca, par exemple, avec du sucre dedans, et vous y prendrez davantage de plaisir, voilà, à condition, voilà, que ça reste tout à fait occasionnel. D'accord? Ah, de l'alcool light, voilà, vous prenez les mojitos sans alcool. Non. À partir du moment où ça reste occasionnel, vous pouvez boire de l'alcool, vous pouvez manger des sucreries, voilà. Le tout, c'est d'éviter que ce soit chronique. Voilà. C'est quand c'est chronique que ça devient pas bon. C'est comme tout. Ok? Et surtout, voilà, la relation avec l'activité physique. Si vous faites du sport, ne le faites pas à jeun, d'accord? Si vous faites du sport avec le stock ici à zéro, donc déjà vous êtes en situation de catabolisme, mais alors l'activité physique qui demande énormément de glucose aussi, bon là vous allez cracher du cortisol plein pot pour alimenter votre activité physique. Du coup, on va voir pardon, les fibres du coup. Donc avant les micronutriments, il y a la partie des fibres. Donc les fibres, il est recommandé donc de consommer 30 grammes par jour, grosso modo pour les avoir. Vous savez, c'est 5 fruits et légumes par jour. Vous l'avez tous vu ou entendu quelque part. Donc les sources de fibres, il va y en avoir majoritairement dans les légumes, les fruits. Les fibres, pardon, en fait, elles ont quasiment la même composition que les glucides. La seule différence, que le corps n'a pas les enzymes pour les digérer. D'accord? Mais sinon, c'est composé quasiment de la même façon. Elles n'apportent pas d'énergie, du coup, elles ne permettent pas de déséquilibrer cette balance énergétique, mais par contre, elles sont essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Ça, c'était la petite parenthèse sur les fibres. Maintenant, on va donc attaquer donc, les micronutriments et on va commencer avec les vitamines. Les vitamines, il existe deux sortes. Il y a les vitamines liposolubles, qui sont solubles dans les graisses. C'est les vitamines A, D, E et K. Et il existe aussi les vitamines hydrosolubles, qui sont solubles dans l'eau. C'est les vitamines du groupe B et la vitamine C. Comme les fibres, elles n'apportent pas de valeur énergétique, mais essentielles bien sûr au bon fonctionnement de l'organisme. C'est essentiel de les apporter par l'alimentation, car le corps ne peut pas les synthétiser, hormis la vitamine D et la vitamine K. Pour avoir quelques idées, je vous ai donné quelques exemples. Par exemple, il y a un élément riche en vitamines, vous avez le miel, alors qui est riche en vitamine B1, B2, B3 et plein d'autres. Le fromage aussi en vitamine A, D, K. Vous avez quelques rôles aussi des vitamines qui est important à savoir. Les vitamines, c'est important d'en consommer pour avoir un système immunitaire qui soit d'attaque, on va dire. Ça joue un rôle aussi au niveau de la vision, c'est antioxydant. Et ça va surtout avoir un rôle crucial au niveau de l'utilisation des macronutriments, donc des lipides, des protéines et des glucides. Ça va permettre de les utiliser comme il faut. D'accord ? Ça, c'était du coup la partie sur les vitamines, c'est assez rapide. Et ensuite, au niveau des minéraux, donc pareil, il existe deux sous-catégories. Vous avez les macro-éléments.
présents dans le calcium, le potassium, le magnésium. Et vous avez d'un autre côté les oligo-éléments qui sont le fer, le cuivre et le zinc par exemple. Toujours pareil, ça n'apporte pas de valeur énergétique. C'est important de les consommer car le corps ne peut pas les synthétiser. Donc il va avoir un apport alimentaire obligatoire. Un exemple, par exemple, sur les macro-éléments, vous avez le magnésium qui est présent par exemple dans le café, le chocolat, les choses comme ça. J'ai mis aussi un exemple, le zinc qui est présent dans le poisson ou les légumes secs. D'accord, ce sont des sources. Après, il existe plein de sources différentes. Et les rôles, du coup, des minéraux, ça a un rôle, par exemple, au niveau du transfert d'O2, par exemple avec le fer. Ça permet la synthèse de l'ADN ou encore la minéralisation osseuse. D'accord ? Par contre, si on a des carences en minéraux, ça peut provoquer, par exemple, une carence en magnésium, ça peut provoquer des crampes. En sodium, ça peut provoquer des faiblesses musculaires. Ou encore, il y a la carence en fer qui peut avoir des effets sur la fatigue ou sur la croissance. D'accord ? À croire que j'ai pas mangé assez de fer quand j'étais petit, quoi. Donc voilà pour les micro-éléments. Julien va donc conclure. Oui, je peux commencer la conclusion. Donc pour conclure sur l'alimentation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important donc de consommer suffisamment de macronutriments, d'accord, en quantité importante, parce que ça permet de maintenir notre métabolisme de base. Il est important de consommer donc suffisamment de protéines, suffisamment de lipides et de glucides, d'avoir aussi suffisamment de vitamines et de minéraux, comme j'ai dit, parce que ça va vous permettre d'être en bonne forme, donc de bien faire marcher votre organisme. Bon, en gros, il faut manger de tout, quoi. Voilà. En gros, il faut manger de tout, mais en quantité raisonnable. Ne pas abuser des mauvaises choses et surtout, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps pour pas être frustré, d'accord ? Voilà, il n'y a pas de règle magique. Évitez d'aller à McDo 3 fois par semaine, de boire du coca, de faire l'apéro 4 fois par semaine, et ça devrait bien se passer, d'accord ? Donc on mange de tout, on essaye de pas sauter trop de repas, d'accord ? Donc vous mangez des pâtes, du riz, toujours en faisant des quantités. Vous avez vu, on vous a pas parlé de peser les aliments, etc. On n'en est pas là. Si vous faites des quantités raisonnables, que ça dépasse pas l'assiette, en tout cas, il n'y a pas de souci, d'accord ? Donc mangez de tout, quantité raisonnable, faites-vous plaisir de temps en temps, c'est tout ce qu'il y a à retenir de la diète. À côté de ça, faites de l'activité physique. L'idéal, c'est quand même de vous inscrire dans une salle de sport. Vous pouvez faire ça autrement, bien sûr. Mais voilà, vous allez retrouver dans les salles de sport toutes les activités idéales, comme la musculation par exemple. On peut vous faire des programmes qui vont vous permettre d'augmenter votre masse maigre, d'augmenter votre anabolisme et donc votre métabolisme de base, en prenant en plus en compte vos critères esthétiques que vous aimeriez obtenir. Donc on peut faire d'une pierre deux coups. Donc les entraînements en musculation permettent d'augmenter ce fameux métabolisme de base sur du long terme, ok ? Pour éviter de reprendre le gras que vous avez perdu et surtout pour en consommer de plus en plus au quotidien. Ça veut dire qu'après, vous pouvez manger un peu ce que vous voulez, vous faire plaisir sans culpabiliser. Et ça, c'est quand même cool, plutôt que de regarder à chaque fois ce que vous mangez. Ah non, ça je peux pas, ça je peux. Non, voilà. Donc avec un métabolisme de base élevé, si vous faites du sport régulièrement, vous pouvez vous faire plaisir beaucoup plus souvent que les autres, sans grossir. Voilà. Donc ça, la musculation, c'est l'outil le plus efficace pour ça. 2 séances par semaine suffisent largement pour le commun des mortels. Associé à ça, vous pouvez accélérer le processus de perte de gras avec des activités d'intensité modérée à élevée. Plus l'intensité va être élevée, plus ce sera rapide et efficace. Donc pour ça, vous avez ici en tout cas les cours collectifs, comme les cours de HIIT, de body pump, de body attack, tous les cours de vélo à côté. En gros, toutes les activités où vous avez le cœur qui va tabasser un max pendant une durée pas trop longue. Ok ? Des efforts de 30 à 45 minutes suffisent largement. Au-delà, l'intensité n'est pas assez élevée. Donc ça permet des augmentations rapides mais momentanées de votre métabolisme. Donc à chaque fois que vous allez faire ce style d'effort, votre métabolisme va grimper en flèche, vous allez brûler plus de gras dans les jours qui suivent. Donc si vous alternez vos séances régulièrement, si vous entraînez 2 à 3 fois par semaine,
et bien votre métabolisme, il reste élevé, il brûle du gras. Alors oui, c'est plus lent que d'arrêter totalement les glucides, etc. On est d'accord. C'est un processus qui prend du temps, donc il faut être patient. Quand vous voulez perdre du gras, durablement, il faut être patient. Ça, c'est la règle numéro 1. Donc si vous êtes pressé, vous prenez des raccourcis, vous essayez tout un tas de méthodes qui, au final, sont un éternel recommencement. Et 10 ans après, vous êtes encore en train de chercher quelle sera la meilleure méthode. Alors que, ben voilà, si vous prenez en main au quotidien, parce que c'est bien ça, hein, au final, c'est une modification de votre mode de vie qu'il faut mettre en place. Donc, vous mettre à faire du sport, sans forcément foncer si vous êtes sédentaire, si vous ne faites pas du sport. Ne vous dites pas, allez, je m'y mets à fond, je fais 5 fois par semaine comme une brute. Non, là, au bout de 2 semaines, vous en avez marre, vous arrêtez tout. Mais voilà, essayez une fois, puis 2 fois par semaine. 20 minutes hein, suffisent au début juste pour prendre les bonnes habitudes et changer votre mode de vie petit à petit. Et une fois que vous avez l'habitude, ben, vous pouvez manger de tout. Vous faites votre activité physique régulièrement et tout ira bien. Petit à petit, vous verrez votre silhouette qui va changer au fil des mois, au fil des années. Sauf qu'une fois que c'est fait, là c'est acquis par contre, et vous n'avez plus à vous prendre la tête avec ça. Vous pouvez aller manger votre raclette chez votre ami le week-end, vous pouvez faire votre apéro, il n'y aura pas de souci. D'accord? Voilà. Donc, mangez de tout, faites-vous plaisir et surtout, changez vos modes de vie. Ça passe aussi par prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. D'accord? Quand vous prenez le métro, il y a toujours des trucs automatiques qui sont gavés et à côté, au milieu, il y a les escaliers où il n'y a personne. Chaque mouvement, chaque dépense est bonne à prendre et c'est toutes ces petites choses-là qui, cumulées bout à bout, vont faire la différence. Vous prenez le vélo pour aller acheter le pain au lieu de prendre la voiture. Voilà, vous sortez, vous marchez 10 minutes. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui vont être mises bout à bout avec l'alimentation qui vont faire que vous allez perdre du gras et vous allez surtout renouer avec votre corps qui, à la base, a été sélectionné pour ça. Si vous faites les choses pour lesquelles votre corps est adapté, eh bien, il n'y aura pas de souci, vous serez en bonne santé, vous serez en forme, vous n'aurez pas de problème de surpoids, d'obésité, vous n'aurez pas de problème, beaucoup moins en tout cas, de problèmes de santé. Hein. Parce qu'il faut savoir que faire de l'activité physique et manger sainement, non seulement vous serez beaucoup moins gras, mais en plus, vous diminuez la plupart des problèmes de santé que vous pourriez avoir, tout simplement. J'espère que tout le monde a bien saisi le fond de la conférence. En tout cas, merci à tous d'être venus. Merci. Il est fort possible qu'on ait oublié de dire des choses ou quoi. Vous pouvez revenir nous voir quand vous voulez et ça sera avec grand plaisir. Voilà, on vous souhaite une très très bonne soirée et on vous dit à très bientôt.